Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo vraiment spéciale. Mais quand je vous dis vraiment spécial, c'est vraiment spécial. Aujourd'hui, direction le festival des livres et des artistes à la Maison de la Chimie à Paris, dans le 7e arrondissement. Tous les profits envers cet événement sera intégralement reversé à l'association Lecture pour tous qui lutte contre l'illettrisme. Là, on passe par la pompe à essence. Un sac organisé ou rien. Là, j'ai le dernier ouvrage de Guillaume Gomez. Là, j'ai le livre de Roland Pérez, Bonne fête des mères, papa. Donc là, j'ai un livre assez ancien de Roland Pérez. C'est un livre en quête de vie privée. Ensuite, vous avez le livre de Jean Testanière, Les clés du ciel. Et le petit pocket du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez. Là, après, j'ai mis mes micros. Donc là, c'est mon porte-carte. J'ai mis mon casque. Alors non, ce n'est pas le casque Apple. Ensuite, là, il y a le téléphone de la mamita. Là, il y a mon iPhone. J'ai mes chargeurs. Ma brosse, oui, parce que je me trimballe toujours avec ma brosse. On est sur le Paris parisien. Il est déjà 14h08. À 14h30, Guillaume Gomez est en conférence avec un grand chef pâtissier. Là, on va sortir au niveau de Boulogne. Christine Kelly et on va se retrouver pour son nouveau livre, une surprise que Christine me fait visiter les locaux de CNews. Premier. Quelqu'un qui était très tolérant par rapport à ça, donc je voulais vous faire réagir là-dessus et puis vous faire réagir aussi d'un point de vue un peu plus personnel sur les gens qui effectivement aujourd'hui le remettent en cause lui en disant que c'était lui, c'est que c'est à cause de lui quelque part qu'il y a un déclin aujourd'hui dans notre société et de plus en plus de violence. Il y a deux aspects de la question. Alors sur la peine de mort, effectivement, il admet très bien qu'on puisse être pour la peine de mort, il dit c'est une erreur. Parce que, comme je vous le disais, non pas dans une logique de pardon chrétien, mais dans une logique de respect de la vie, à l'extrême. Vous savez, chez les juifs, par exemple, l'idée de l'euthanasie est complètement condamnée parce que la vie est une valeur suprême sur laquelle on ne peut pas transiger. Ça, c'est quelque chose de très fort chez lui, lié peut-être à l'origine, culture, mais aussi beaucoup à ce qu'il avait vécu, donc la vie, chose sacrée. Et puis, effectivement, il a été infiniment détesté pour la libéralisation qu'il a opérée dans les prisons. Je lui remémore, et lui se remémore aussi, parfois il avait oublié à quel point, parce que sur la fin, évidemment, c'est M. Badinter, tout le monde chante ses louanges presque. Pompidou, par exemple, quand il le voit, des formules terribles, il dit intelligent, lèvres méchantes, et il le décrit comme un mondain, ambitieux, bien pensant, etc. Chirac a eu des mots très durs contre lui en disant oui, quand vous êtes dans un salon au quartier de Paris, la sécurité ne vous concerne pas. Et c'est vrai qu'il a pris un certain nombre de décisions qui, vues d'aujourd'hui, peuvent paraître assez laxistes. Il est avocat pleinement. Il défend, ça a été une affaire qui a eu un retentissement incroyable, qui a été un peu oublié maintenant, mais Patrick Henry, donc en 77, dans ce procès, et qui était vraiment un salaud, pas de mots, c'est un assassin d'enfant. Et il est immoral, amoral au point qu'il tue un enfant et il part en vacances au ski. Et il cache l'enfant, le cadavre, sous le lit, comme ça, en disant non mais maintenant je vais aller en vacances au ski, donc c'est quelqu'un de tout à fait amoral. Et Badinter le défend, il ne l'aime pas pour autant. Là le paradoxe, les gens ont l'impression parfois qu'il aimait, alors il a pu avoir un rapport humain, et d'ailleurs il dit, dans la salle d'audience on était tout proche de l'accusé, donc on entend son souffle, et il est sensible à ça. La vie qui est à côté de lui,
là pour tenter de la sauver. Mais la personne, c'est pas pour autant qu'il l'aime ou qu'il l'estime. Donc Patrick Henry, il a réussi à sauver sa tête, ce qui était inimaginable. C'était un exploit, si on veut, de plaidoirie. Et c'est vrai qu'il a libéralisé beaucoup, les prisons étaient beaucoup plus dures à l'époque. Et sans doute qu'il avait le préjugé, d'ailleurs, qui est celui de beaucoup de policiers et de magistrats aujourd'hui, peut-être un peu, comment dire, désabusés, selon lequel la prison n'est pas l'aboutissement du tout. Je comprends, je ne sais pas quelles sont vos opinions sur le sujet, je comprends très bien l'avis inverse, qui est que de toute façon, plus tard on garde quelqu'un hors de la société, mieux c'est. Deux avis coexistent, mais oui, il a été infiniment détesté, et il est encore détesté par une partie de la société pour ça. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'il regrette de ne pas avoir fait, de ne pas avoir accompli? Il y a eu le moment où il a failli être candidat à la présidence et je crois qu'il a été conscient qu'il y avait trop de faiblesses, justement parce que M. Laxis avait appelé le ministre des criminels, le ministre des délinquants juifs. Je pense qu'il est profondément marqué par cette idée que ça aurait été difficile. Et puis bourgeois, en bourgeois, ça aussi ça aurait sans doute été un handicap. Très vite on l'aurait accusé, très vite attaqué sur ce fait-là. Mais malgré tout, ça a dû quand même travailler. Et puis, ce qu'il a beaucoup travaillé quand même, c'est la relation avec Mitterrand, c'est-à-dire une amitié réelle, aussi parce qu'il parlait d'égal à égal, c'est-à-dire, je pense qu'il est parmi les très rares qui n'a pas été, il était redevable bien sûr, mais il ne partait pas de rien. D'autres ont été plus ingrats, et bêtement ingrats, parce qu'ils sont allés à la soupe et après ils l'ont critiqué. Banader a été loyal, il n'a jamais critiqué Mitterrand, même si je pense qu'il a été très blessé dans l'affaire Bousquet, de découvrir à quel point Mitterrand était flotté. On en parle dans le livre. Mitterrand était très admirateur d'un texte de Monterland qui date des années 30, qui s'appelle Syncrétisme et alternance, et qui dit dans la vie il faut essayer tout, c'est-à-dire toutes les sensations, toutes les gourmandises. Ça avait avec les maîtresses dont je parlais le premier de l'an, mais aussi toutes les idées. Et c'est intéressant de voir est-ce qu'on peut être d'extrême droite, est-ce qu'on peut être d'extrême gauche, est-ce qu'on peut être fasciste, est-ce qu'on peut être communiste. Et je pense que chez Mitterrand, tout en étant bourgeois, catholique. Terrible, c'est un moment terrible, un moment où je ne sais même pas ce que ça veut dire salope, pardon, mais c'était 56 ans, donc ça date. Aujourd'hui, à 12 ans, peut-être on sait, mais moi à l'époque, je disais, oui, mais c'était pas tu du sais que tout c'est votre une insulte, univers. c'est pas du tout mon univers, Vous êtes consciencieuse, je benatte solitaire, tous les travailleuse. jours, ma mère ne s'est jamais maquillée. Un garçon. Ah non, mais on ne sait même pas ce que c'est, ça veut dire que moi, les garçons, je vais vous dire très sincèrement, avant 22 ans, j'ai pas su ce que c'était, je vous le dis très sincèrement. Tellement j'avais des parents qui me disaient surtout cultive ton intérieur et pas ton extérieur. Cultive ta beauté, c'est l'intérieur, c'est pas l'apparence. Et lorsque on vous insulte comme ça et que finalement vous apprenez avec les copines qu'elles vous disent que c'est parce qu'il y a deux garçons de 17 ans qui vous regardent et qui vous aiment quand vous avez 12 ans, ben là vous dites, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Mes parents ne se sont jamais maquillés. Ma mère, pardon, elle n'a jamais pas de bijoux. On est très strict à la maison. On va à l'église où personne se maquille à l'église. Donc on n'était pas dans l'apparence, on n'était pas dans... Donc le fait qu'à ce moment-là, il y avait des regards sur moi, sur mon corps pour me dire et me traiter de salope, ça a été un décalage et une violence incroyable. Et alors que j'avais un petit cahier de poésie où je racontais toute ma vie, même à mon petit cahier de poésie à l'époque, je n'ai rien dit. Et effectivement, la vie, même à mon père et ma mère, je n'ai rien dit. Même à mes frères, je n'ai rien dit. Et c'est avec les années que je me suis dit, mais c'est incroyable que je n'en ai parlé à personne. Et pourtant, ça a été un traumatisme. Et vous en avez parlé quand? Et j'en ai parlé des années plus tard, où petit à petit, je raconte dans le livre comment j'ai eu plusieurs personnes comme ça sur mon parcours qui m'ont dit, mais Christine, il y a un décalage entre qui tu es et qui tu sembles être. C'est-à-dire que tu ne t'occupes pas de ton corps, tu ne t'occupes pas de ton apparence. Je lui ai dit, oui, mais ma mère m'a toujours dit, la beauté est vaine, l'apparence est trompeuse, cultive ton intérieur. Elle dit, oui, mais il y a quelque chose, il faut que tu t'occupes de toi. Occupe-toi de ton corps. Je lui ai dit, oui, mon corps, je m'embarrasse. Je veux dire, je suis là, j'ai une âme dans un corps, bon voilà, je suis née comme ça, voilà, c'est tout. Oui, mais occupe-toi de toi. Quelqu'un comme Karine Le Marchand, un jour, elle m'a dit, je le raconte dans le livre, pourquoi tu as peur d'être belle? Et ça a résonné en moi, je me dis, ouais, peut-être. Je fais des photos pour Kelly. Avec moi au quotidien, qui a 76 ans, tous les matins il fait son sport, il est brillant, il a un intellect, pas d'alcool, il a un intellect incroyable. Il m'a dit, mais Christine, tu ne peux pas, avec le charisme que tu as à la télé, te laisser aller, tu manges n'importe quoi, tu as toujours un chou plat, tu manges toujours du pain, du beurre, Des pizzas, des tu prends de sandwichs, l'alcool. des madeleines. Ben oui, des madeleines. Que de la je raconte. malbouffe, hein. Vous êtes la reine de la malbouffe. Je suis la reine de la malbouffe parce qu'effectivement, j'ai mis du temps à me rendre compte que ce harcèlement scolaire, lorsque j'avais 12 ans, infusé en moi pour maltraiter mon corps. Et lorsque Marc Menon m'a dit, mais Christine, ressaisis-toi, tu peux pas abandonner ton corps comme ça. Et là, dans le début du livre, je raconte comment, ce jour, un jour, je commence par faire l'émission Face à l'info. Et je 2022.
26 mai 2021. Ok. Et je n'arrive pas à comprendre ce que me disent les chroniqueurs. Je la comprends le livre en direct. J'ai une perte de mémoire. La moitié de ma mémoire me fait défaut. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, oui, c'est Le cerveau disjoncte. Je rentre chez moi à un quart. normal. Tant que mal, je finis par retrouver chez moi, je vois que la moitié de ma mémoire a disparu. Et j'ai un ami qui est mon agent, que j'ai vu que la première fois, parce qu'on travaillait tout le temps à distance, il avait bien reçu. Il me rejoint, il devait venir chez moi ce soir-là, et je lui dis, et j'ouvre la porte, je lui dis, pardon, mais je peux même pas te parler, ça va pas du tout. Je viens de perdre la moitié de ma mémoire, je comprends pas. Je ne me rappelle pas de qui tu es, je connais chez moi, j'ai bien reconnu ma fiche, mais je ne me rappelle pas de qui tu es. On va récupérer le véhicule parce qu'on doit récupérer à 18h. Donc là, on sort de l'événement, on était à la conférence de Christine Kelly. Je serai invitée sur le plateau de CNews. J'ai réservé pour ce parking-là. On va rentrer par une petite porte sur le côté là-bas. Voilà, sur les Champs-Élysées, on regarde les illuminations de Noël. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous!